Les milieux aquatiques d'eau douce sont riches de nombreuses ressources importantes pour l'homme qu'il est essentiel de gérer de façon durable. Un exemple est l'alimentation en eau potable, essentielle et pourtant menacée partout sur le globe par la pollution des eaux de surface et souterraines. Pour gérer les ressources aquatiques des milieux naturels, il faut avoir suffisamment de connaissances sur ces milieux et sur la façon dont ces écosystèmes fonctionnent. Cette nécessité est d'autant plus aiguë pour les milieux aquatiques qui, parmi les nombreux services qu'ils rendent, fournissent aux populations humaines une part significative de leur alimentation. C'est le cas du lac Kivu, où est entrepris un projet de recherche soutenu par des fonds de la coopération belge au développement. La particularité du lac Kivu est que la pêche est essentiellement basée sur une espèce de sardine, le sambaza, introduite dans les années 1950. Le rendement des pêches de cette sardine fluctue fortement suivant les saisons et les années. Et on peut se demander si son exploitation est durable. En effet, comme dans tous les cas d'introduction d'espèces, l'écosystème du lac pourrait avoir été modifié. La productivité naturelle du lac Kivu peut-elle supporter à long terme une production de poissons comme le sambaza? Pour répondre à cette question, des recherches sur l'écosystème aquatique sont nécessaires. Le but de ce document est de montrer des techniques courantes d'étude de l'écologie des lacs et ce qu'elles apportent comme information. Le lac Kivu est situé en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs, au nord du lac Tanganyika et à l'ouest du lac Victoria. Plus petit que ses voisins, il fait néanmoins environ 100 km du nord au sud et sa profondeur maximale atteint presque 500 mètres. Deux principales stations d'études, visitées tous les 15 jours par les équipes rwandaises et congolaises du projet, ont été choisies sur le lac. L'une face à la ville de Kibuye au Rwanda et l'autre à l'endroit appelé Ishungu dans les eaux congolaises, à proximité de la ville de Bukavu. Le lac Kivu est un lac méromictique, c'est-à-dire dont les eaux profondes, suite à une différence de salinité provenant des activités géochimiques du fond, ne se mélangent jamais à la couche supérieure plus légère. Celle-ci fait environ 60 mètres de profondeur et toute la vie aérobie du lac y est concentrée. Par contre, les substances nutritives nécessaires à la croissance des algues planctoniques sont rapidement soustraites à cette couche, notamment par sédimentation. Le lac Kivu est par conséquent un lac oligotrophe, c'est-à-dire dont la productivité est limitée par de faibles concentrations en éléments nutritifs. Les 60 premiers mètres sont stratifiés pendant une partie importante de l'année, correspondant à la saison des pluies. Pendant cette saison, la couche la plus proche de la surface, d'une épaisseur d'environ 20 mètres, est la seule qui subit l'action du vent. C'est la zone de mélange. La zone de mélange devient plus profonde en saison sèche sous l'influence des vents forts et des changements de température qu'ils provoquent. Le mélange plus profond permet de ramener vers la surface les substances nutritives qui sont à plus forte concentration dans les eaux profondes. La transparence des eaux du lac est telle que la lumière ne pénètre guère au-delà d'une vingtaine de mètres. C'est dans cette couche, appelée zone euphotique, que la photosynthèse a lieu. En saison sèche, l'abondance des substances nutritives dans la zone euphotique est à la base d'une forte production phytoplanctonique, puis zooplanctonique et potentiellement à la base d'une forte production de sardines. Par contre, en saison des pluies, la production de plancton est habituellement plus faible. Les organismes non consommés finissent par mourir et sont alors décomposés par les bactéries. Elles minéralisent la matière organique et recyclent les substances nutritives contenues dans les organismes morts. Les bactéries servent elles-mêmes de nourriture aux plus petits organismes du zooplancton.
Puisque le vent et la température de l'air sont des facteurs qui influencent fortement l'écologie du lac, des stations météo ont été placées en plusieurs points pour collecter des données en continu. Ces données permettront d'évaluer dans quelle mesure la variabilité météorologique détermine les changements observés dans l'écosystème lacustre. Certaines stations enregistrent également la radiation solaire. Toutes les 2 semaines, les équipes se rendent à leur point d'échantillonnage. Le repérage du point d'échantillonnage s'effectue avec un GPS. Les opérations sur le lac se déroulent généralement à la mi-journée, entre 11h et 13h. La première opération est de déterminer la structure de la colonne d'eau. Ici, les équipes disposent d'une sonde multiparamètres avec laquelle elles réalisent des profils limnologiques. La sonde est un appareil équipé de senseurs qui mesurent la température, l'oxygène dissous, le pH et la conductivité de l'eau. Elle est plongée jusqu'à 100 mètres de profondeur et les différents paramètres sont enregistrés automatiquement tout au long de sa lente remontée. Les données enregistrées sont ensuite récupérées sur un ordinateur et le traitement des données permet d'observer la variation des différents paramètres selon la profondeur. Ici, par exemple, nous observons la variation de température avec la profondeur. La température est d'environ 25 degrés Celsius en surface, avec un léger réchauffement superficiel. À 25 mètres, une variation brusque de température se produit. Elle indique la limite de la zone de mélange. Le lac est donc stratifié. C'est la situation typique de la saison des pluies. La zone de variation de la température s'appelle la thermocline. Elle sépare les eaux superficielles des eaux profondes. Des prélèvements d'eau sont alors effectués à des profondeurs fixes. Ceci se fait grâce à des bouteilles qui sont ouvertes en surface et pourront être fermées à la profondeur voulue. On descend la bouteille jusqu'à la profondeur souhaitée. Puis on libère un messager qui déclenche la fermeture de la bouteille, emprisonnant ainsi l'eau qu'elle contient. On peut alors la remonter et récupérer son contenu. Dans le cas présent, l'opération est répétée de façon à échantillonner sous la surface à 5 mètres, puis tous les 10 mètres jusqu'à 90 mètres de profondeur. L'eau collectée servira notamment à l'analyse des substances nutritives et du phytoplancton par différentes techniques. Un sous-échantillon de chaque profondeur est prélevé pour l'observation du phytoplancton au microscope. Il est conservé dans un récipient sombre et fixé au lugol. L'équipe vient de rentrer du lac. Tout le monde s'affaire à installer le matériel nécessaire à un premier traitement des échantillons prélevés. Ceci se fait le jour même, pour éviter toute modification de composition de l'eau et des organismes qu'elle contient. Les bidons contiennent l'eau recueillie aux différentes profondeurs. De chacun d'eux, un volume précis d'eau est prélevé et filtré. Les algues et particules diverses sont retenues sur le filtre. Dès lors, l'eau filtrée contient seulement les éléments dissous. Le matériel recueilli sur le filtre servira à l'extraction des pigments du phytoplancton. Chaque filtre est placé dans une fiole dans laquelle on ajoute un volume précis d'acétone permettant l'extraction des pigments algaux. Ils serviront à déterminer la composition du phytoplancton et à estimer son abondance. Pour une extraction efficace,
L'ensemble des filtres est ensuite traité aux ultrasons pendant 15 minutes. Ce traitement permet la rupture des cellules et favorise la libération des pigments dans l'acétone. Au fur et à mesure des filtrations, l'eau filtrée est placée dans de petits flacons et conservée au froid. Elle sera utilisée le lendemain pour le dosage des substances nutritives dissoutes dans l'eau. Le lendemain matin, il faut poursuivre au laboratoire le traitement et l'analyse de certains échantillons. Ici, les mesures sont réalisées pour les substances nutritives, le phosphore, l'azote et la silice. Elles sont basées sur des méthodes colorimétriques. Suite à l'ajout de réactifs aux échantillons d'eau recueillis aux différentes profondeurs, une coloration se développe. L'intensité de cette coloration est mesurée dans un spectrophotomètre. Elle est proportionnelle à la concentration de la substance recherchée. 0,701. Comme pour tous les échantillons, les fioles destinées aux extraits de pigments sont minutieusement étiquetées. Après un second traitement aux ultrasons, 3 ml d'extraits de chaque échantillon y sont placés et conservés au congélateur. La mesure des concentrations en pigments algaux, qui va nous permettre d'estimer les concentrations totales en phytoplancton ainsi que les concentrations des différents types d'algues, s'effectue par chromatographie en phase liquide. Cette technique sépare les pigments mélangés dans l'extrait et mesure leur concentration. La plupart de ces pigments ne sont présents que dans une seule classe d'algues. Ils sont donc des marqueurs de ces classes. Cette technique est rapide et permet d'analyser en peu de temps de nombreux échantillons. Mais des analyses au microscope seront encore nécessaires pour identifier les espèces présentes. La mesure de la production primaire, qui alimente l'ensemble du réseau trophique du lac, se fait par mesure de la photosynthèse des algues microscopiques. On prélève de l'eau dans la zone éclairée du lac, là où a lieu la photosynthèse. Les prélèvements se font juste sous la surface, puis à 5, 10 et 20 mètres de profondeur. L'eau provenant de ces 4 profondeurs est mélangée et répartie dans des bouteilles en verre. On y ajoute ensuite une petite quantité de bicarbonate radioactif. Celui-ci sera incorporé par les algues durant la photosynthèse, tout comme le CO2 et le bicarbonate présents naturellement dans l'eau du lac. La radioactivité des algues mesurera donc leur photosynthèse. Ensuite, les bouteilles sont rapidement introduites dans des cylindres, laissant passer des intensités décroissantes et connues de lumière. L'activité photosynthétique des algues sera d'autant moins importante qu'elles reçoivent moins de lumière. L'incubateur contenant les bouteilles est placé juste sous la surface de l'eau. Dans le calcul de la production phytoplanctonique, il est important de connaître avec précision la profondeur de la zone éclairée du lac, qui dépend de la transparence de l'eau. Cette dernière peut se mesurer grâce au disque de Secchi. Le disque de Secchi est plongé dans l'eau. La moyenne entre la profondeur à laquelle il disparaît, puis réapparaît de la vue de l'observateur, permettra de calculer la transparence de l'eau et la profondeur jusqu'où pénètre la lumière. Généralement, 1 à 2 heures suffisent pour que le phytoplancton ait assimilé suffisamment de bicarbonate radioactif. Après récupération de l'incubateur, les bouteilles sont rapidement ouvertes et 2 ml de formol sont ajoutés à chacune d'elles afin de stopper toute activité et donc toute incorporation de bicarbonate radioactif. Cette étape est réalisée autant que possible
à l'abri de la lumière. De retour au laboratoire, les échantillons sont filtrés sous vide, afin de recueillir le phytoplancton radioactif sur des filtres. Ceux-ci seront préservés en vue de la mesure de radioactivité. Sur base de ces mesures, on pourra calculer la photosynthèse, autrement dit, la quantité de carbone assimilée par le phytoplancton et transformée en nouvelle matière organique algale. Pour évaluer les ressources disponibles pour les sardines, il faut évaluer la quantité de zooplancton, leur principale ressource alimentaire. La collecte de ces organismes, de taille comprise entre 1/10 de millimètre et 1 mm, se fait au filet à plancton. Le modèle de filet utilisé ici est un filet fermant, qui va permettre d'échantillonner séparément différentes couches d'eau. Ici, par exemple, le filet à plancton est d'abord plongé à 60 mètres de profondeur, puis remonté lentement jusqu'à 40 mètres. Au cours de la remontée, l'eau est filtrée et les organismes planctoniques, dont la taille est supérieure à 1/10 de millimètre, sont retenus. Arrivé à 40 mètres, on lance le messager afin d'actionner la fermeture du filet. Une fois le filet hors de l'eau, le zooplancton peut être récupéré du collecteur où il s'est accumulé. Le collecteur est bien rincé afin de récupérer tous les organismes capturés. On peut ensuite réaliser la même opération pour collecter le zooplancton dans d'autres strates, ici de 0 à 20 mètres et de 20 à 40 mètres. Les 3 échantillons récoltés sont fixés au formol. À l'œil nu, nous distinguons les petits animaux planctoniques en quantité variable selon les strates. L'observation du zooplancton se fait au microscope. Au lac Kivu, le zooplancton est notamment composé de petits crustacés, principalement des copépodes, et quelques cladocères. L'analyse des échantillons prélevés dans les 3 strates permet de mettre en évidence les variations d'abondance en fonction de la profondeur. Après les campagnes de mesure, on peut commencer à examiner les résultats. Il est bon de les discuter régulièrement, notamment pour détecter des erreurs de mesure et apporter les corrections nécessaires. Après quelques années, les tendances peuvent être identifiées. Ainsi, on se rend compte que le développement du zooplancton varie fortement. Il dépend du développement du phytoplancton de façon très étroite. Si un pic de production de phytoplancton a lieu, il est rapidement suivi par un pic de zooplancton. Cette dynamique suit le rythme des saisons. On commence à comprendre comment l'écosystème fonctionne.